Donc maintenant, on va accueillir Monsieur Cosco, s'il est dans le coin, donc il va nous... voilà. Il est voilà. Qui va donc nous parler de la langue elfique. Et puis voilà, je vais me taire et je vais le laisser parler, peut-être en elfique, je sais pas. S'il y en a qui ne comprennent pas, bah, tant pis pour vous, hein, je suis désolé. Ça peut être qu'il va faire la traduction après, je sais pas. Voilà, je vous laisse, merci. Bonjour, donc je me présente, je suis linguiste et spécialiste de Tolkien, tolkienologue et elficologue depuis maintenant plus de 30 ans. Mon sujet d'étude depuis un nombre d'années est donc consacré aux langues, puisque Tolkien lui-même a dit que c'était quelque chose qui était au cœur de son univers imaginaire. Donc comme vous le savez peut-être, Tolkien était ce qu'on appelle un Don d'Oxford. Il y enseigna la philologie, qui n'est pas vraiment enseignée en France. Il s'agit de l'étude de la littérature au sens large, y compris la grammaire d'une langue, de la critique littéraire, de l'interprétation des textes, dans son cas, et en ce qui concerne la philologie, surtout les textes anciens, ainsi que l'étude des relations de la littérature avec les documents écrits et l'histoire en général. Donc Tolkien enseigna aussi à Oxford la grammaire comparée des langues germaniques, une discipline qui est plutôt typique du XIXe siècle. Et l'étude de l'histoire à l'évolution des langues, la grammaire comparée consiste donc surtout en la comparaison entre les langues d'une même famille, c'est-à-dire issues d'une même langue mère. On relève les concordances régulières phonétiques, syntaxiques et sémantiques, afin d'établir l'évolution des langues et, si possible, reconstituer ce qu'on appelle donc la langue mère. Ce que l'on sait moins peut-être, c'est que Tolkien parlait assez bien le gallois moderne et apprécie tout particulièrement le Pays de Galles. À l'université de Leeds, avant d'être Don à Oxford, Tolkien enseigne l'histoire de la langue galloise. Mais ses sujets d'intérêt sont aussi divers et variés, puisque Tolkien s'intéresse aussi aux problèmes pratiques et théoriques de la traduction de textes anciens, tout particulièrement Beowulf, dont il était un grand spécialiste. Et Tolkien participa aussi au comité des traducteurs de la Jerusalem Bible, qui est l'équivalent de la Bible de Jérusalem, initiée en France, et il y avait donc un comité anglais auquel Tolkien a participé. Il a notamment traduit dans sa totalité le livre de Jonas. Mais ce qui nous intéresse ici tout particulièrement, c'est que Tolkien a imaginé un monde secondaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle une uchronie de fantaisie, un passé fictif et fantaisiste de notre Terre. Tolkien l'a décrit dans 4 livres publiés de son vivant et dans de très nombreux textes et notes qu'il écrivait avant tout pour lui-même. Ce monde, cette terre du milieu, en anglais Middle Earth, n'est donc pas une planète lointaine ni un pays impossible, utopique, comme par exemple le fameux Neverland de Peter Pan. Tolkien s'en explique dans une interview à la BBC, plus exactement à Radio 4, donc en 71, et voilà ce que dit Tolkien. Je traduis très librement et rapidement, pour ceux qui lisent l'anglais, il n'y aura pas de problème. Donc la plupart des gens font cette erreur de penser que la Terre du Milieu est une sorte de planète de la science-fiction, mais il ne s'agit que de notre bon vieux monde dans lequel nous vivons et que l'on imagine entouré par l'océan. Geralt, c'est l'intervieweur. Il me semble donc que la Terre du Milieu serait en un sens, comme vous dites, ce monde dans lequel nous vivons, mais une différente époque. Non, un différent état de notre imagination, oui. Et donc, selon une lettre inédite de Tolkien, nous étions vers les années 60, d'après le compute des Hobbits, au 7e âge du monde. Si vous vous souvenez, le Seigneur des Anneaux se passe à la fin du 3e âge. Donc, pour faire vivre sur le papier son monde secondaire, Tolkien se forgeait un cadre historique, il imagine des computes précis et pose des dates, une filiation des sources et des manuscrits fictifs, et ainsi qu'une distanciation avec son texte, donc avec son monde imaginaire, souvent présenté comme un sujet d'étude dont lui, Tolkien, ne serait que le traducteur, un simple passeur.
Pour donner plus de crédibilité à son œuvre, Tolkien se confectionne deux grands rôles. Il sera le narrateur et le traducteur. Ses sources fictionnelles sont tout d'abord anglo-saxonnes. Tolkien enseigne l'histoire de la langue anglaise, il est philologue, c'est tout à fait naturel. Sa première œuvre, le Book of Lost Tales, remonterait au Haut Moyen-Âge. Elle est présentée comme le récit d'un marin, surnommé Eriol en elfique, originaire de la péninsule d'Angel, donc c'est à la frontière entre aujourd'hui l'Allemagne et le Danemark. Ce marin a pu accoster au pays des elfes, qui est une île lointaine, en elfique Tol Eressëa. Anti philologue, Tolkien imagine une filiation entre les nombreuses sources de ce passé fictionnel. Pour le Book of Lost Tales, il propose que via Elriol, il remonterait à la Parma Kuluina, le grimoire doré qui serait l'antique livre des légendes elfiques. Tolkien écrira plus tard que la Quenta Goldorinoa, une histoire des elfes, serait en fait un résumé du Book of Lost Tales d'Eriol. C'est des années après le Book of Lost Tales que Tolkien compose son Lord of the Rings. Il imagine alors un cadre pour le faire remonter à une source Hobbit. Le journal de voyage et les mémoires des Hobbits Bilbo et Frodo Baggins, en réalité Bilba et Mauro Labenghi. En effet, Tolkien dira que même les noms propres véritables des Hobbits ont été traduits et adoptés pour le lecteur anglophone. Tolkien utilise ce qu'on appelle un principe de véridicité fictive forte. Il fait absolument tout son possible pour faire croire à ses lecteurs qu'il s'agit d'une histoire réelle. Ce que vous voyez ici, j'espère que c'est pas suffisamment puissant ce petit laser. Donc ce que vous voyez ici, il s'agit d'un manuscrit de Tolkien, une aide à l'écriture du Lord of the Rings. Il s'agit d'un calendrier, donc vous avez la date tout en haut, 419, et il s'agit du mars 8, mars 9, mars 10, mars 11, avec les événements qui ont lieu avec Frodo et Sam, Gandalf, Gondor, Aragorn, Théoden et les épis. Comme vous pouvez le constater, Tolkien travaille de façon extrêmement méticuleuse. On y voit les heures de lever, les heures de départ et des événements extrêmement précis qui finalement ne servent qu'à l'auteur puisque les événements du 8, 9, 10, 11, 12 mars se retrouvent dans l'appendice B du Seigneur des Anneaux, ramenés donc à ces quelques petites précisions alors que Tolkien pour lui-même en avait écrit bien davantage. Donc le travail d'écriture de Tolkien s'apparente plus souvent à celui du scribe du Moyen-Âge que celui d'un écrivain moderne. Quelques exemples. Voici un manuscrit, le Dagwedd Pengolloth, la réponse de Pengolloth à Aelfwine qui lui demanda comment se faisait-il que les langues des elfes avaient changé et s'étaient divisées. Donc il s'agit d'un texte écrit à la plume par Tolkien, qui ressemble tout à fait, pour ceux qui ont l'occasion de voir des photos dans des expositions, des manuscrits du Moyen-Âge, certaines même des conventions utilisées par les scribes du Moyen-Âge sont employées aussi par Tolkien ici. Ces trois petits points indiquent qu'il y a une erreur et qu'on ne souhaite pas rayer, mais qu'on souhaite garder la mise en page et on continue. Voici donc un autre manuscrit de Tolkien. Il s'agit donc du début de la Quenta Silmarillion, avec de très nombreuses corrections de l'auteur, comme vous pouvez le constater, de façon toujours assez propre. Ci contre, peut-être quelque chose que vous connaissez, qui est la dernière page du livre de Mazarbul, réalisé par Tolkien. À l'origine, 3 pages de ce livre devaient être incluses dans le Lord of the Rings. Ils ne le furent que des années plus tard et dans uniquement certaines éditions de luxe. À l'intérieur de ce monde, donc ces pages sont découvertes par les compagnons de l'année dans la Moria. Cette page, bien que écrite en anglais, elle est en rune naine, sauf la dernière ligne, ici, qui est écrite dans une écriture que Tolkien a aussi inventée, qui s'appelle les Tengwar, et qui nous dit « They are coming ». La dernière phrase qu'a écrit le dernier nain avant de jeter la plume et prendre sa hache. Ce
qui est intéressant, c'est que le texte au complet ici est plus lisible que ce que le lecteur peut lire dans le roman. Il y a plus de mots lisibles que ce que Gandalf arrive à déchiffrer dans la salle du livre quand il s'y trouve. Voici enfin un autre manuscrit, c'est une lettre calligraphiée par Tolkien qui devait conclure son Lord of the Rings. C'est une lettre du roi Elessar Tel-Contar, c'est-à-dire Aragorn, adressée au hobbit Sam Gamgee. Elle est écrite en pleine noir, la même écriture dont on a vu les caractères formés de façon très rapide, ici ils sont formés de façon beaucoup plus lisible. La colonne de gauche est en anglais, phonétique et non pas orthographique. Celle de droite est en Sindarin, une des langues elfiques imaginées par Tolkien. Ce que vous voyez tout en haut et ici, il s'agit d'une représentation stylisée de la couronne du Gondor. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une fausse représentation tirée des films, et voici un dessin de Tolkien qui représente la couronne blanche, puisque tel était son nom. Et voici d'après un dessin tiré d'un de mes ouvrages, pour ceux qui connaissent un petit peu l'archéologie, il y a une ressemblance tout à fait claire et précise avec la couronne blanche d'Égypte. Donc, la Terre du Milieu n'est pas un monde chimérique. Il comporte des lois, des peuples, des frontières, des langues. Bref, une logique interne copiée sur le monde réel. Et ce qui nous importe ici tout particulièrement dans cette petite intervention que je fais, c'est que Tolkien était opposé à l'idée sociale qu'il fallait réduire le nombre de langues dans le monde pour en augmenter le bonheur. Voilà ce que dit Tolkien, c'est moi qui traduis. Devenir la langue universelle est certainement la plus idiote et la plus suicidaire des ambitions qu'une langue naturelle puisse avoir. La littérature dépérirait avec une langue universelle et une langue déracinée pourrie avant de mourir. Chaque langue ne possède qu'une infime parcelle des nombreuses merveilles du langage humain. Chaque langue présente une vision différente de la vie. Mais notre petit problème, c'est que Tolkien ne poursuivait pas avec ses nombreuses langues construites un but utilitaire, politique ou social. Il travaillait tel un artiste, tel un peintre avec ses tubes de couleurs, ou bien le sculpteur avec ses ciseaux sur la pierre. Tolkien n'a pas laissé un grand traité grammatical achevé, ni un unique dictionnaire pour que les personnes désirant pratiquer ces langues construites puissent les apprendre. De son vivant, Tolkien n'a publié que 3 brefs textes concernant ces langues construites, en 1955, les appendices E et F dans The Lord of the Rings, et en 68, des explications dans un livre qui n'a jamais été traduit en français, qui s'appelle The Road Goes Ever On. Tolkien a laissé à la postérité donc un très grand nombre d'écrits linguistiques d'un caractère souvent très technique et qui sont encore aujourd'hui en grande partie inédits. Il décrit les divers aspects de ces langues construites à la façon d'un linguiste. Il est difficile de comprendre ces textes et explications sans avoir au préalable étudié la science linguistique ou la philologie. Si Tolkien a imaginé moins de 100 mots de la langue secrète des nains, on possède aujourd'hui plus de 20 000 mots elfiques. Dans Le Seigneur des Anneaux, les hobbits parlent ce qu'on Tolkien a appelé la langue commune. Autrefois, certains hobbits du clan des Stores parlaient le dunlantien. Ils en sont restés des traces dans leur nom propre comme Kalimak, qui est traduit par le nom celte Meriadoc, en breton Meriadec. Donc, pour ça dire que Meriadoc est en fait un pronom breton utilisé aussi au Pays de Galles. Au 3e âge, donc, les humains parlent majoritairement la langue commune, mais de nombreuses ethnies conservent leur langue ancestrale, comme les Rouennais ou les Mouzes. Quelques nobles du royaume du Gondor usent de la langue elfique. Les elfes, eux, parlent au 3e âge en majorité le gris elfique au Sindarin, mais il existe bien d'autres langues elfiques, le gros elfique ou Quenya, le sylvain ou Nondorin, des elfes de la Laurienne et de la forêt de Mirkwood. À l'époque du Seigneur des Anneaux, les nains parlent la langue commune avec un fort accent. Ils usent entre eux d'une langue autre, qui est tenue plutôt secrète, le Khuzdul. Dans le nord, les nains parlent en plus le Dalia, la langue de leur île de Dale. Les elfes, eux, parlent la langue commune, mais usent entre eux de l'entique, une langue tonale aux lointaines origines elfiques.
Elle leur sert aussi pour communiquer avec les étranges fluors. Les orques des monts brumeux parlent la langue commune. D'autres orques parlent une langue orque tribale. Les orques du Mordor usent d'un patois dégradé de la langue noire. Les Nazgûl, eux, parlent uniquement la langue noire. Petite précision, le mot Nazgûl ne prend pas de S. Il ne s'agit pas d'une petite erreur de typo de ma part. Sans véritable explication de la part de Tolkien, il n'utilise jamais de S de façon constante dans ses écrits, donc je fais comme lui. Si les trolls sont généralement bêtes, certains peuvent user de la langue commune. Une race nouvelle de trolls, les Olothai, ne parlent eux que la langue noire. Le véritable nom de cette langue, la fameuse langue commune, c'est Sovalfare. À sa place, Tolkien utilise l'anglais, donc c'est en Common Speech. Tolkien ne donne que quelques exemples de Sovalfare dans les appendices E et F du Seigneur des Anneaux. Par exemple, The Shire, dans sa traduction française habituelle, la comté, se dit en Sovalfare Sousa. C'est un nom qui signifie en réalité province, pays. Par exemple, dans l'organisation politique du royaume du Gondor, l'Anorienne est une Sousa. Le T final est l'article défini en Sovalfare. Voici donc le principe de traduction institué par Tolkien. Dans The Shire, on parle l'anglais, mais la langue véritable, c'est le Sovalfare. Au Gondor, on parle l'anglais, mais en fait, la langue véritable, c'est le Sovalfare. Au Rohan, on parle ancien anglais, mais il existe une langue construite par Tolkien dont on a quelques termes pour le moment, et qui est le véritable rohanais. Alors, quelques mots sur la langue noire. Voici le passage que j'ai retraduit, puisque la traduction est absolument catastrophique dans la matrice. On raconte que la langue noire fut conçue par Sauron durant les années sombres. Il avait souhaité en faire la langue de tous ceux qui le servaient, mais il échoua dans cette entreprise. Néanmoins, de nombreux mots qui, au troisième âge, s'étaient largement répandus parmi les orques, comme crash, remontaient à la langue noire. Cependant, après le premier renversement de Sauron, cette langue, dans sa forme antique, fut oubliée de tous, sauf des Nazgûl. Quand Sauron se releva, la langue noire redevint le parler de Barad-dûr et des capitaines du Mordor. L'inscription de l'anneau dans cette ancienne langue noire, l'inscription de l'anneau est dans l'ancienne langue noire, alors que les jurements de l'orque du Mordor sont dans un patois en usage parmi la soldatesque de la Tour Noire, dont Grishnak était le capitaine. Charpou, dans son patois, signifie Guillaume. On va un petit peu accélérer parce qu'on dit qu'il ne reste que 5 minutes. Donc voici le jurement de l'orque en question. Voici un exemple donc, du fait que la langue noire que Tolkien a construite était une langue agglutinante. Une langue agglutinante, c'est une langue qui marque les fonctions en ajoutant les éléments invariables presque à la fin des mots de façon plutôt mécanique. Donc Talos c'est du finnois, F c'est du turc. Et voici l'exemple en langue noire. On passe rapidement, j'en suis désolé. En 20 minutes, c'est très difficile de parler d'autant de choses. Voici donc l'inscription de l'anneau en langue noire. En dessous, vous avez ce qu'on appelle la translittération. Et en dessous encore, vous avez une traduction littérale. Donc, il ne reprend pas le poème de l'anneau que vous connaissez, mais qui essaie de coller au plus près aux formes grammaticales de la langue noire. Alors, les langues elfiques. Pour parler très rapidement, en fait, Tolkien a réinventé à 4 reprises ces langues elfiques. Ce n'est pas quelque chose qu'il a créé une bonne fois pour toutes à un certain moment de sa vie. Donc, ce que Tolkien changeait souvent, c'était la phonétique historique, les pronoms personnels, la conjugaison et les relations de parenté avec les langues. Voici les 4 grandes langues Eldarin, Quenya, Telerin, Sindarin, Nondarin, qui remontent tous donc à une langue mère commune, l'Eldarin commun, qui elle-même remonte au Quentien primitif des 144 premiers elfes. Voici donc la même phrase dite suivant les éléments conceptuels. On perd un morceau, c'est pas bien grave. Donc, au tout début de sa conception des langues elfiques, en Quenya, je mange, se dit matir si on est un homme, matir si on est une femme.
Ensuite, dans la seconde phase, ça sera ni-man. Ensuite, on aura matine et matine à deux conjugaisons différentes à deux temps. Et enfin, la quatrième phase que vous connaissez, en ayant lu Le Seigneur des Anneaux, puisque c'est de cette époque-là que date la naissance de la quatrième phase, matine et matinier sont tous deux autant aoristes et sont devenus synonymes. On va passer rapidement là-dessus. Donc, en 1952, Tolkien enregistre les excès de son roman Lord of the Rings, qui était achevé mais pas encore publié. Tolkien séjournait alors chez des amis à Malvern, dans le Westphalia. Voici pour ceux qui ne connaissent pas à quoi ressemblait un magnétophone à l'époque. Et j'espère qu'on va entendre Tolkien, ce qui serait une jolie fin. Non, il n'y a rien qui passe, hélas. Nous aurions dû entendre ce cher Tolkien réciter son poème. Merci, oui, oui. Montez le son, montez. O Mario airitare l'irine, si maniulla minen quantua, anzi tentalle vara o l'ossio del fagna maria dell'entari oitone, arigiti a rundullare nubile a sindonoriello caita morni e falma dinna rinvenetta hissie, un truppa cala che io miri oiade, si vanna, romello vanna, valimare. Na Marie, na Hirubaglie valima, na Elie Hiruba, na Marie. Et voilà. Donc nous allons passer très rapidement sur le reste, puisque je n'ai absolument plus de temps. Je vous engage donc à venir, si vous le souhaitez, à mon cours pendant une petite heure sur les langues elfiques qui aura lieu ici, ou si vous avez le temps de venir pendant 2 semaines à ma Summer School à Bruxelles, où j'enseigne les langues elfiques. Du 11 au 22 août, et là nous aurons 2 bonnes semaines pour nous plonger dans un sujet qui, comme vous pouvez le constater, est très difficilement compressable en 20 minutes. Voilà, merci beaucoup. Voilà, maintenant, si vous avez des questions, posez-les. Il y a des questions. J'ai une question spécifique sur la langue elfique. Est-ce qu'on a retrouvé des morphèmes qui viennent des différents dialectes anglophones? Est-ce qu'il y a des similarités de morphèmes entre les langues de Tolkien et les dialectes anglophones? Merci pour cette question. Non, il n'y a aucun morphème emprunté. En fait, Tolkien emprunte les règles grammaticales. C'est-à-dire qu'on va retrouver des conjugaisons qui se font de la même manière ou des déclinaisons qui se font de la même manière. En ce qui concerne les dialectes de l'ancien anglais, l'influence se porte plutôt sur les langues du groupe celtique que Tolkien a inventé, c'est-à-dire le Nelderun de la troisième époque, ainsi que le Sindarin et ses nombreux dialectes. En ce qui concerne le Quenya, il y a quelques emprunts de noms directement, comme Earendil, qui remonte donc à un poème anglo-saxon, mais ces emprunts sont extrêmement rares. Tolkien crée en fait une diachronie, c'est-à-dire une évolution à partir d'une langue mère qu'il crée lui-même, à partir de racines qu'il crée lui-même, et à partir de règles qu'il crée lui-même, mais effectivement, les règles d'évolution de ces langues sont elles-mêmes empruntées à d'autres langues, effectivement, mais non pas les mots en eux-mêmes. Donc il n'y a pas d'emprunt de morphème direct. En ce qui concerne le Quenya, il y a une seule et unique ressemblance extrêmement forte, c'est que le locatif dans Quenya, c'est-à-dire ce qui correspond à la proposition dans en français, se dit 2SE en Quenya et se dit 2SA en chinois. Donc voilà, et d'autres disons formes, mais c'est un des rares emprunts vraiment de morphème cette fois-ci de la déclinaison d'un nom. Voilà. Mais je vous engage à venir à mon cours
pour qu'on puisse creuser ces... Est-ce que c'est un sujet de recherche touché ou est-ce qu'il y a encore possibilité de faire des recherches dessus du point de vue universitaire? Alors du point de vue universitaire, tout dépend de ce que vous entendez par boucher. C'est-à-dire en fait, les langues de Tolkien font partie de ce qu'on appelle les langues construites. Donc il y a les langues naturelles, français, anglais, enfin, la très grande majorité des langues parlées sur cette planète. Et il existe un petit nombre de langues qu'on appelle les langues construites. Certains les appellent les langues artificielles, ce que je trouve n'est pas véritablement un terme exact, ni non plus des langues imaginaires, puisque l'imagination est aussi dans toutes les langues naturelles. Donc ma réponse malheureusement est non, il n'existe aucun autre linguiste à part moi-même qui étudie les langues construites parce que il se trouve que les langues construites ne font pas partie de l'étude des linguistes aujourd'hui, donc je ne connais personne d'autre qui sur cette planète, dans le cadre universitaire, étudie les langues construites. Il y a même une thèse qui n'a pas été terminée, mais donc qui devait s'intituler « Pourquoi les linguistes ne s'intéressent pas aux langues construites ». Donc il y a quelque chose à faire, donc si vous voulez faire des études, on peut essayer, donc je vous engage, en tout cas ceux qui s'intéressent à la linguistique, il y a bien entendu, puisque en dehors de Tolkien, il y a beaucoup d'autres écrivains qui, d'une façon ou d'une autre, ont inventé des langues construites, que ce soit dans le cadre d'un univers imaginaire, ou que ce soit dans le cadre de films. Je ne citerai pas le plein nom, puisque j'imagine que vous y avez déjà pensé vous-même. On a une autre question ici.